I found something in the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Backroom de Kane Person, c'est le film d'actu, séance spéciale d'actu dont nous allons vous parler ce vendredi, parce que cet épisode sortira ce vendredi, donc dans la semaine de sortie du film. Et une nouvelle fois, pour m'accompagner, comme sur Steven Spielberg, j'ai avec moi Maxime. Coucou la team. Et Alix. Salut tout le monde. Qui, je pense, ont apprécié ce petit voyage dans les espaces liminaux, les backrooms de ce centre commercial dédié à l'ameublement. Qui nous concerne en ce moment. Sacré Castorama. Sacré Castorama. L'ameublement qui nous concerne tous les deux, Maxime, j'ai l'impression, au vu de là où nous enregistrons. Mais bref, trêve de bavardage. Alix, tu avais envie de nous parler un peu de l'histoire de Backrooms et de un peu la genèse de ce projet. Oui, bah alors c'est surtout que en amont de l'émission, on s'est dit qu'il va falloir un minimum résumer le scénario, même si un synopsis très développé ne vaut pas forcément le coup. Alors juste, moi, je suis allé voir le film sans connaître toute l'origin story. Je l'ai vraiment apprise après avoir vu ce long métrage et du coup, voilà, on parlera, je suppose, un petit peu plus en longueur du fait que voilà, c'est un film qui est issu de la culture d'internet, issu des creepypasta. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent globalement, ce sont des fictions qui sont issues d'internet, de faits divers ou de faits fictifs. Et du coup, l'histoire de Backrooms, de ce que j'ai compris, en tout cas, parce que tout n'est pas forcément clair, mais ça va être un film qui se base sur l'étrange, qui est horrifique et qui va parler du coup d'un vendeur, comme on a dit, de mobilier qui va se retrouver dans des situations étranges après la découverte d'un passage secret au sous-sol de son magasin, et ça va le mener dans une dimension parallèle. Une dimension parallèle qui va amener un certain nombre de situations inquiétantes. Oui, parce que les backrooms sont un genre de creepypasta lié à Internet qui est apparu aux alentours des années 2000-2010. Je crois que j'avais vu que c'était un tout petit peu plus vieux. Je crois que j'avais vu que c'était la fin des années 2010, moi. C'est ça, 2017, 2018. C'est parti d'une photo, en fait. Oui, d'une photo postée sur 4chan par un inconnu qui disait « Attention, si vous tombez dans le limbe ou si vous vous perdez, vous allez vous retrouver dans ce genre d'endroit ou dans cette pièce. » Donc une pièce, je sais plus si c'est exactement la pièce qu'on voit dans le film. Si c'est des murs jaunes aussi. Oui, ok, voilà. Donc c'est des murs jaunes, voilà. Et après, donc, les internautes... Avec un surcadrage. Enfin, on voit vraiment qu'il y a la notion notion déjà de profondeur à travers plusieurs pièces, en fait. Oui, jouer avec le contraste entre les endroits très lumineux et beaucoup d'obscurité, ce qu'on va beaucoup voir dans le film. Exactement. Et donc un type d'horreur, du coup, un genre de creepypasta, parce que les creepypasta, c'est l'horreur sur Internet, dans le sens où on fait des histoires d'horreur, tu l'as dit, sur Internet. Et donc, ces backrooms sont devenus un vrai phénomène où il y en existe plusieurs. Il y a d'ailleurs des références dans le film de ces différentes backrooms. Là, dans le film, on en parlera tout à l'heure, mais on voit beaucoup un espace très jaune, avec très vide, etc. Mais il y a aussi des backrooms pleines de tuyaux d'eau, de différents styles de backrooms et donc d'espaces liminaux qui sont un peu la base de l'horreur issue de ces images, et donc des histoires qui ont été racontées autour de ces images, puis ensuite des jeux vidéo qui ont été faits autour de ces images, et donc des courts-métrages, beaucoup de courts-métrages, dont ceux de ce fameux Kane Parsons. C'est ça, c'est une web-série en fait disponible sur YouTube. Moi j'ai pu en regarder qu'un seul, qui est l'épisode d'ouverture, mais je crois que c'est sur 4 ans qu'il a développé ça. Oui, je suppose qu'en France, peut-être Feldup a fait le... Exactement. Oui. Il a fait l'antenne, en tout cas la pub, la promo de ce travail-là. Avec 236, vous pouvez trouver une vidéo sur la chaîne de Blast, avec pas comme tellement aussi Bolchegeek qui en parle. Exactement. Même, je crois, Al 236, quand il parle de la Maison des Feuilles, il me semble, on parle aussi. Et je crois que c'est une adaptation de la Maison des Feuilles, justement. Oui, Backrooms, okay. En tout cas, il y a une inspiration forte du livre, donc La Maison des Feuilles, qui est un livre assez connu aussi de pertes dans une maison dans laquelle on s'engouffre à travers les pages. Et donc, ce fameux Kane Person a pu réaliser ce film dédié donc aux Backrooms. On peut peut-être préciser qu'il a 20 ans. Il a 20 ans, oui. Chose quand même très inhabituelle dans le circuit même indépendant américain, parce que c'est produit par A24. Ouais. Le film a coûté 10 millions et à l'heure où on vous parle, donc à peu près à la sortie française, quoi,
le film comptabilise déjà 250 millions au box-office, ce qui est complètement hallucinant. Oui, parce qu'il est sorti il y a déjà un mois, je crois, aux États-Unis. 2 semaines, je crois. 2 semaines, 2-3 semaines. Et donc, ce mercredi en France, donc le film que vous pouvez découvrir dans toutes les salles obscures de France, je pense, au vu du succès aux États-Unis, et celui qui se profile en France, étant donné que nous, on est allé le voir aujourd'hui, on en sort tout juste, et que, si j'ai bien compris, donc on n'a pas vu la même séance, et les salles étaient pleines à craquer. C'était bien blindé. Que ce soit au Hall ou au MK de Bibliothèque. Donc voilà, donc vous allez-y, les places sont chères, mais allez-y, ça vaut le coup, je pense. Maxime, qu'elle est on va faire un petit tour rapide qu'as-tu pensé de Est-ce qu'on essaie de se faire une partie sans spoiler aussi de oui, on fait une partie sans spoiler de 10-15 minutes. Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, non, j'ai vraiment passé un moment singulier devant un film d'horreur qui ressemble à pas grand-chose d'autre, du moins esthétiquement parlant. C'est-à-dire que les décors, on voit qu'en plus c'est vraiment bâti pour la plupart, et c'est ça qui est très impressionnant. Je pense que le budget est géré d'une main de maître quand on regarde tout ce qu'il arrive à faire. Donc c'est vrai qu'il y a l'idée de répétition, il y a l'idée de pièces en fait, de bureaux qui se répètent à l'infini, mais on va dire que chaque nouvelle pièce apporte aussi son mobilier et son style avec lequel en fait il va vraiment renouveler à chaque fois le chemin à travers l'horreur et non, la première partie est plutôt contemplative, ça m'a assez dérouté, sans parler de l'ouverture parce que j'ai pas envie de spoiler l'ouverture, du coup on l'abordera je pense dans la partie avec spoiler, mais il arrive à poser une ambiance qui est proche en fait d'une certaine mélancolie qui est propre je pense à celle du capitalisme, en tout cas quand je dis capitalisme c'est l'espèce de vide sans fin qu'on peut ressentir en fait dans nos propres vies. Il arrive à le matérialiser à travers les backrooms en montrant des personnages acculés psychiquement, et on peut voir quelque part ces backrooms comme une représentation finalement psychologique des personnages. Le lore m'a plutôt plu, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'entités, c'est vraiment un film qui est plutôt minimaliste en fait jusqu'à au moins pendant ses 3/4 et qui ensuite à la fin va développer toute une mythologie avec notamment une société, je dirais pas précisément du coup dans l'histoire, mais avec une société qui donne un peu de sens en fait à toute l'histoire. Et je dois dire que si j'ai vraiment une bonne réserve, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il aurait pu totalement limiter encore plus son scénario, peut-être renforcer un tout petit peu plus ces deux personnages principaux qui des fois sont assez caricaturaux dans leur ressort psychologique. Mais en tout cas, voilà, le spectacle horrifique était là et j'ai passé vraiment un agréable moment. Ouais. Alix ? Alors moi, complètement néophyte de tout cet univers-là, alors justement, vu que j'ai vu le film, j'ai quand même un petit peu raccordé les wagons, parce qu'effectivement, je connais pas du tout l'univers des creepypasta, des backrooms, et une super découverte. En vrai, j'ai quand même apprécié mon film. C'est ce que je disais également en amont, c'est que je suis pas un méga consommateur de films d'horreur, notamment au cinéma, parce que j'ai peur un peu en fait. Et quand j'y vais, voilà, j'espère que les frissons seront présents, et ils l'étaient par des astuces de mise en scène et surtout par une maîtrise du rythme. Effectivement, on joue beaucoup sur l'ambiance, on joue sur l'attente du spectateur, par différents procédés de mise en scène aussi qui peuvent faire dater, mais en fait qui sont qui sont justifiés par le scénario et qui du coup ne font pas amener ou artificiels. Voilà, des procédés de mise en scène dont on parlera un petit peu plus dans la partie spoiler, mais qui sont très efficaces effectivement pour garder le spectateur en tension. Et non, j'ai globalement vraiment apprécié la séance. Je rejoins un petit peu Maxime, je trouve que le film tente de donner des réponses qui ne sont pas forcément nécessaires, et en fait moi c'est un peu ça, là pour le coup c'était des conclusions et des réponses que je n'attendais pas et qui m'ont été données, je les ai prises, et pourquoi pas, mais ça m'a pas du tout amené quelque chose en plus dans le film. Ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été un film qui est globalement maîtrisé, des très beaux décors. C'est vrai que franchement les backrooms c'est quand même un concept d'énormes espaces vides, et du coup il faut réussir à rendre la chose assez intéressante, et c'est non seulement intéressante, mais c'est même assez excitant en fait, parce que dans la capacité qu'il a à gérer l'espace pour créer la frayeur, pour créer l'effroi, c'est extrêmement bien géré. Franchement, allez-y, c'est une bonne petite pépite.
Eh bien, moi, je suis un peu du même avec vous. Alors, je l'ai vu maintenant il y a 2 heures, donc c'est assez frais. Je l'ai vu avec un ami qui est très, 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 très fan de ce lore-là des Backrooms. Lui, ça l'inquiétait un peu, en fait, ce film, parce qu'il avait peur que, justement, il y ait trop de clins d'œil à ce que faisait Kane Parsons. Kane Parsons, le pauvre, j'oublie, j'écorche son nom. Ken Parsons. Vous connaissez mon anglais, il est catastrophique. Et alors, il existe des clins d'œil dans le film à ses précédents courts-métrages. Lui me disait que c'était quand même fait avec parcimonie, qu'il fallait vraiment connaître pour les repérer. C'est vrai que moi, j'ai pas revu j'ai pas remarqué en tout cas du fan service à outre mesure. Au-delà de ça, le film m'a bien fait flipper à certains moments. Pourtant, on est dans des espaces liminaux. Moi, je suis pas hypersensible à cette horreur-là sur Internet, notamment, en tout cas, le lore des Backrooms. Hormis les quelques vidéos de Al 236 et que j'ai vu aussi il y a quelques années maintenant. Et les images du coup que j'ai vues sur internet et le jeu vidéo aussi qui en est issu, auquel j'ai joué d'ailleurs il me semble. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui me rend hypersensible en tout cas. Moi je suis plutôt sensible à un autre genre d'horreur voilà, qui me fait plus peur, peut-être plus psychologique, même si là il y a beaucoup quand même de psychologie, étant donné que le labyrinthe... Et la psychologie passe beaucoup en fait par le rapport sémiologique au décor, quoi. Oui. C'est-à-dire que le décor... Ouais, pardon, désolé. Non, continue. Étant donné en effet que le labyrinthe est inspiré, enfin c'est un labyrinthe. Les Backrooms sont en fait un labyrinthe et il est décrit plusieurs fois dans le film comme un labyrinthe. Et effectivement, il y a des références au Dédale, au Minotaure, au labyrinthe de la Grèce antique, mais ça c'était déjà issu dans le lore des Backrooms de base sur Internet, et c'est quand même une grande inspiration de ces trucs-là et des peurs inhérentes à l'être humain, dont se servaient en fait déjà ces gens-là sur Internet. Donc il y a quand même un grand respect de l'œuvre originale, on va dire, de l'œuvre presque commune et culturelle en fait, et de pop culture d'internet qui est là. Et moi j'ai beaucoup entendu le commentaire, et je finirai là-dessus, des gens qui voyaient la bande-annonce en connaissant un peu, enfin je comprenais qu'ils connaissaient un peu ce qui en découlait sur internet en tout cas, et qui disaient mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme film avec si peu de matière. Et finalement c'est quand même plutôt un bon film, et on sent que le gars, le fameux Kane Parsons, maîtrise très très bien son sujet. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse inventivité, même en termes de mise en scène, hein. C'est-à-dire que les décors, c'est bien. Ils se renouvellent énormément. Ils jouent beaucoup sur notamment la symétrie. C'est vrai que c'est que des bâtiments extrêmement découpés d'un point de vue géométrique. Mais quelque part, il faut savoir les filmer. Donc, il va utiliser beaucoup le grand angle dans le film. Et le grand angle, quelque part, ça peut rassurer parce qu'on a une vue quand même très large. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'il joue justement... sur les contrastes, c'est ce qu'on disait en off aussi. Mais c'est que le décor sert constamment la mise en scène. Hein. Ah ouais, c'est mais que chaque pièce a été réfléchie pour un plan en fait. C'est quasiment, ils ont bâti une pièce pour réfléchir un plan à chaque fois. Hein. Et honnêtement, c'est déjà pas simple de construire une spatialisation. C'est-à-dire que le début, quand lui est seul, j'arrive à comprendre vraiment dans chaque recoin de pièce où il se situe, alors que, encore une fois, tout est uniformisé et jaune. C'est un labyrinthe donc, vide et on s'y repère et visuellement. On s'y repère visuellement. Parce qu'il y a des repères visuels. Il y a des marques sur le sol. Il y a le stop d'ailleurs qui est déjà présent apparemment dans ces anciens courts-métrages. Oui, ça sent le truc de fanservice, ça qui est très important. Mais même les espèces de figures qui sont d'ailleurs cassées. Le personnage en carton là aussi, ouais. Et des objets qui aussi, parce que là je pense qu'on peut rentrer un peu dans le spoil du film, ça fait déjà 10 minutes qu'on en parle. Oui, là je pense que si vous n'avez pas vu le film, évitez de nous écouter, on va quand même révéler des gros moments de l'intrigue. Parce que elles sont aussi construites comme un espèce de puits en fait, sans fond, un peu comme l'enfer de Dante, etc. Avec toujours, plus tu t'enfonces, plus déjà c'est sombre, j'ai l'impression, et plus les objets sont cassés, entassés en tout cas, et moins c'est propre, plus c'est sale. Ouais. Et d'ailleurs il y a plusieurs plans comme ça, même on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs, de plans juste avant le moment de la cuisine. Oui, exactement, avec une descente comme ça à travers la c'est un panoramique qui a la classe effectivement. C'est même un travelling. C'est un travelling vertical. Oui, la caméra bouge en soi. Oui, la caméra. Oui, sinon ils ont fait bouger le décor alors. Non, mais en soi, après c'est que du VFX hein, sur ce plan. Oui, c'est vrai. C'est que du VFX, mais c'est vrai que non, t'as raison, c'est un travelling parce qu'en soi la caméra se déplace dans le sol. Il y a un mouvement de
caméra, ouais. Ouais, Enfin, il y a un mouvement, du coup, la caméra bouge. Quoi. Mais il a Ça, quand même c'est la sûr. classe, effectivement, le travelling, parce que du coup, c'est effectivement tout l'étiolement du décor à travers le temps. Bah, surtout qu'on comprend que ce labyrinthe est bâti vraiment quasiment comme un Rubik's Cube, quoi. Enfin, en tout cas, il y a cette sensation d'accumulation de couches C'est ça, oui, qui est vraiment assez impressionnante. Et puis aussi, il joue avec le fait, avec la physique aussi, je m'en souviens. Bon, ce qu'on n'a pas révélé d'ailleurs, désolé, je me coupe parce que c'est fou qu'on ait toujours pas parlé de ça, mais il y a du fan footage aussi dans le film. Oui, c'est du coup, aussi c'était on voulait pas parler de ça en no spoil, mais c'est ça qui amène beaucoup d'horreur quand même. Donc, oui. Oui, parce qu'il y a il y a deux mises en scène assez marquantes. C'est donc en effet l'introduction angle, dans en grand angle dans ces backrooms avec. ensuite Non, le l'introduction, personnage. c'est en fan footage, pardon, Oui, du coup. voilà. Et donc ensuite, d'abord le fan footage, ensuite on repasse sur ce genre de grand angle. Il y a beaucoup de grand angle d'ailleurs, même de fisheye extrêmement marqué dans le film. Ça aussi, c'est un peu de la culture internet quelque part. Parce que ce sont des angles très, très utilisés Mais par justement, même les skaters, tu vois. il est intelligent pour être un très jeune réalisateur. Il a quand même des astuces, enfin une façon de cadrer qui est déjà assez mature, hein, mine de rien, avec l'utilisation de top shots, de raccords, de mouvements. Je pense notamment à la grue qui, dans le même plan, donne l'impression qu'elle va écraser la mère et sa fille, alors qu'au final c'est juste à côté. Mais du coup, c'est une astuce, C'est une de placement. c'est une projection mentale en fait qui est faite à ce moment-là, c'est ça. Non, c'est que tu sais, il y a une grue qui déplace des gravats et on Ouais. a l'impression que les gravats vont s'écraser sur la mère et la fille. Ah, oui, sauf oui, que oui. c'est juste par rapport Mais le processus à l'intérieur, c'est du coup elle qui revient flashback, quoi. Oui, Oui. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est juste pour l'astuce de mise en scène. En fait, D'accord, c'est juste techniquement, que. Oui, c'est techniquement, il y a juste des que, plans assez bien foutus. Hein. Ils sont assez bien spatialisés et du coup, mais que ce soit même, on voit le niveau des top shots, mais beaucoup de contre-plongées hyper intéressantes. Enfin, en tout cas, voilà, dans la diversité, il est quand même déjà assez. Et c'est vrai que à se même, rechercher, ce même garçon. à l'extérieur, c'est vrai que il y a des plans qui marquent, hein. Moi, je m'en souviens, quand tu vois le lotissement au fond, la caméra est légèrement, comment dire, inclinée vraiment vers le bas. Tu vois au fond du cadre le lotissement, et en amorce, c'est un énorme champ avec une vache. Je sais pas si vous en Oui, souvenez bien de ce sûr, plan. c'est vrai. Que Ce plan est ça- sidérant, t'as l'impression. Ça fait pas américain comme plan, je trouvais. Ah non, vraiment pas. Je trouvais ça Et, faisait très européen ou très film d'auteur et classique. on ouais. n'a pas du coup précisé, mais ça se passe à Los Angeles. J'ai rarement vu dans un film d'horreur, ça c'est sûr, filmer Los Angeles comme ça, mais même dans un film tout court, là, récent, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et ce qui est bien, c'est qu'il crée pas non plus, je trouve, une grosse différence entre l'extérieur et l'intérieur dans la manière d'être filmé. C'est-à-dire que c'est vrai que n'importe quelle personne aurait pu se dire, bon, les backrooms, il faut signifier le paranormal. Donc on le signifie par les cadres, Je suis d'accord. qui va totalement être différent par rapport à la manière dont on filme à l'extérieur. Lui, quelque part, il y a un espèce de côté organique dans la manière en fait de concevoir les deux. Même ça se répond au niveau des couleurs. Du coup, c'est beaucoup des murs jaunes. À un moment, quand il va chercher ses deux employés pour retourner dans les backrooms, il y a des tables jaunes dans leur lotissement. Et finalement, le mobilier qu'on voit plus ou moins, enfin ça se passe dans les années 90, mais le mobilier qu'on voit dans son magasin, et dans les backrooms et à l'extérieur, c'est un mobilier qui s'assemble totalement et qui crée une cohérence en fait visuelle en termes de code couleur et en termes même de travail de la symétrie à l'extérieur. C'est assez impressionnant. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui ramène en fait les deux lieux dans on va dire un lieu commun. Enfin, les deux lieux dans un lieu commun. Je sais pas si c'est très français, mais en tout cas, les personnages sont seuls dans les deux cas. Il y a très peu de vie dans cette ville. Ouais. Elle est vide. À chaque fois, on va dire max dans un plan, il y a 3 personnages, grand max. Enfin, en tout cas, humains. Il y a un seul moment, un gros bout du film où il y a 3 personnes, voilà. c'est le patron du magasin et ses 2 ses salariés. deux hein. Sinon, c'est deux les personnages sont tout le temps tout seuls. Et je pense que c'est une que ce soit grande. dans les backrooms ou pas. Et du coup, pardon, excuse-moi Alex, Non, mais mais c'est ce qui fait que aussi, on a l'impression que les deux espaces sont liés par un même récit, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que l'une des grandes forces du film, c'est effectivement de ne pas avoir cherché trop de richesse, trop de personnages. Il est dans un certain contrôle. C'est quand même un premier film, donc du coup, pas beaucoup de personnages. Bon, le décor est très bien géré, mais même au niveau de la façon de filmer la menace, il n'y a pas 1000 menaces différentes non plus. En soi, je pense que effectivement, la soustraction lui a permis plus de maîtrise et ça se ressent vraiment pendant tout le film, j'ai l'impression. Pas beaucoup de Des- personnages, des- mais des acteurs assez connus avec Chiwetel Ejiofor, j'ai réussi à le dire, et Rena Terentzve Bien en joué, mec. personnage T'es chaud. principal. Enchaîne avec Renate Reinsve derrière. On a déjà parlé d'elle, mais effectivement, Renate Reinsve fait pas son entrée dans le cinéma américain, mais disons que c'est le premier film qui a vraiment du succès aux États-Unis dans lequel elle est dedans. Mais sacré casting pour un premier film en tout Et cas. ouais, sacré casting. Enfin, les deux sont vraiment très très bons et peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails. Donc, elle est psychologue.
la caractérisation est quand même pas grossière, mais disons, elle est un petit peu facile. C'est pour ça qu'il fallait pas qu'il y ait trop de personnages non plus, hein, parce qu'il les développe pas des masses non plus. C'est-à-dire que bon, sa mère a clairement le syndrome de Diogène et l'a enfermé pendant une grosse partie de son enfance, enfin du moins on a des flashbacks donc jusqu'à ses 10-12 ans je dirais, quelque chose comme ça. Ensuite elle a été internée et c'est le grand traumatisme de sa vie et c'est aussi pour ça qu'elle s'est lancée du coup dans la psychologie et que elle traîne vraiment des traumas très importants qui quelque part, c'est ce que je disais à Alix, sont très intéressants à mettre en relation par rapport au propre isolement et par rapport à ce que sont les backrooms. Le seul problème, je trouve, c'est que ce personnage, en fait, intervient vraiment à la fin des backrooms. Et moi, j'aurais adoré la voir, en fait, aussi au début. Elle n'a pas ce moment de perdition, en fait. C'est-à-dire qu'elle y va pour quelque chose. Alors que finalement, le gérant, je sais plus, Clark, il y va parce que bon, il est un peu paumé dans son existence quelque part. Mais, d'ailleurs, c'est presque un miracle qu'il y ait une forme de réussite dans sa caractérisation à ce personnage féminin, parce qu'en 3 plans et demi, effectivement, on a sa backstory et on a l'illustration de son traumatisme, mais ça intervient effectivement à plus de 2 tiers du film. Donc heureusement que ça arrive, parce que il arrive la moitié du film. Ouais, il y a déjà ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un premier plan qui nous montre quand même que sa maison a été démolie et que quelque part tu la vois totalement déphasée, donc tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec son passé, mais c'est vrai que c'est amené de manière, on va dire, assez artificielle dans le film. C'est que surtout il a quand même réussi à incorporer ça dans le récit de manière assez réussie, parce qu'on s'en rappelle, alors que c'est quand même très succinct en fait, hein, toute cette partie de l'histoire. Tu me diras, il n'y a pas 15 personnages non plus entre temps. T'as raison, effectivement, vu que ça manque un petit peu de développement de personnages, dès qu'on en a un petit peu, on s'en est nourri. Tout à fait, ouais. Et que elle, en plus, j'adore, ça c'est plutôt bien trouvé, elle écrit elle-même un bouquin qui s'appelle du coup La Porte Intérieure, parce qu'elle explique qu'en fait on répète les mêmes schémas et qu'on se forme en fait pour une pure protection psychologique en fait des impasses qu'on répète continuellement et bon, elle est clairement en train de résumer d'un point de vue allégorique ce que sont les backrooms quelque part et ce que sont parce que les backrooms encore une fois sont le reflet de la psyché humaine et c'est ce qu'on comprend dans le film et ça peut-être que on aurait pu s'en dispenser et ça aurait pas enlevé je veux dire de la puissance horrifique du film et on aurait pu le comprendre par nous-mêmes aussi donc c'est vraiment peut-être à surligner et à surexpliquer certaines choses que le film peut-être perd aussi en moment où il aurait pu gagner peut-être encore plus d'ampleur sur l'aspect, encore une fois, horrifique, et où il aurait pu peut-être même plus affiner ses personnages, qui auraient pu être des personnes, enfin notamment Raina Teresve, je pensais qu'elle aurait pu être autre chose que psychologue, honnêtement. Enfin, vraiment. Ça a du sens aussi vis-à-vis de la... Oui, mais ça a trop de sens, justement. En fait, après, lui, je pense qu'il pense aussi dans comme une suite à ses courts-métrages. Donc, le fait est que dans ses courts-métrages, l'explication de la création du backroom, en tout cas, la recherche scientifique est au centre de ses courts-métrages. Et donc je pense qu'il a aussi voulu trouver un sens à tout ça et on va dire un peu plus structurer aussi son lore parce que bon, dans ses courts-métrages il n'explique pas d'où viennent en fait, qu'est-ce que font réellement ces scientifiques. On a vraiment juste le found footage et la peur en tout cas qui en découle et d'ailleurs on reparlera des found footage, on n'en a pas encore parlé mais voilà, et je pense que du coup il y avait un besoin pour lui d'inscrire ce film là dans un lore un peu plus structuré, peut-être pour faire une suite. On l'a compris qu'il y aura une suite probablement à Backrooms étant donné le succès du film. C'est peut-être un peu dangereux ça du coup. Malheureusement je pense, mais voilà, en tout cas je pense que c'est aussi peut-être qu'il se trompe, mais c'est peut-être sa volonté. Je trouve que aussi. c'est aussi une forme de facilité de mettre une psychologue comme l'un des 2 personnages principaux, étant donné qu'effectivement la psychologue sa fonction en tant que personnage lui donne une carte blanche pour rentrer dans la psyché du personnage en fait, parce que elle lui demande mot pour mot dans un dialogue dans un dialogue direct, donnez-moi votre fort intérieur, comment vous êtes en votre fort intérieur. Ouais, puis encore une fois, Clark, moi j'avoue, j'ai du mal à croire qu'il va voir une psychologue. Enfin, quand tu vois le déni du type par rapport à ses propres problèmes, l'incapacité, je vais dire, à sociabiliser un minimum, à être autre chose que quelqu'un de foncièrement aigri et replié sur lui-même, le fait qu'il aille voir une psychologue, bon, c'est peut-être un appel en détresse, quoi, tu vois, mais... ça l'est un peu, d'une certaine manière. Après, c'est un mec alcoolique seul et qui s'est fait quitter par sa femme, donc peut-être qu'il est en échec, visiblement. Oui, mais il dort dans le magasin, je veux dire, il est pas capable d'avoir d'amis, il a l'air de
de s'être coupé de sa famille. Donc pour moi, je l'imagine seul vraiment constamment dans son magasin et j'aurais limite préféré ça. Ou sinon, je sais pas, peut-être un vieil ami ou une excuse scénaristique. Mais voilà, quand tu m'as répondu tout à l'heure, tu disais oui, c'est cohérent parce qu'il développe un lore à côté. Moi, mais son lore, il aurait pu le développer avec un personnage qui serait autre que psychologue, ça aurait fonctionné aussi, tu vois. Enfin, elle apporte rien par rapport au lore, quoi. En fait, je pense qu'il est aussi piégé par son budget où, tu vois, tu parlais de la caractérisation des personnages. Malheureusement, il est obligé aussi de limiter les interactions avec les autres personnages parce que déjà, il y a très peu de personnages, il y a très peu de lieux aussi, outre la Backrooms et le magasin. Et on va dire la maison du personnage de Reina Terenzi. En fait, du coup, ça limite aussi les interactions, les dialogues, l'explication. Ouais, bien sûr. Il aurait peut-être pu se limiter avec ses collègues, quoi. Oui, peut-être. Mais je pense qu'il s'est peut-être aussi retrouvé piégé dans l'écriture de son scénario. Je pense qu'il voulait aussi ce retournement à la fin du héros qui, du coup, se rend compte, qui est confronté du coup par sa psy et qui se rend compte de ses propres erreurs. Et quand il se rend compte de ses propres erreurs, se fait tuer par son propre cauchemar, tu vois, finalement. Mais voilà. Et donc, c'est quoi votre interprétation, même si c'est quand même assez hallucinant d'essayer de trouver du rationnel à l'irrationnel de ces backrooms, mais du coup, comment vous voyez ce personnage-là est-ce qu'il est devenu dément pendant du coup on va dire l'avancée dans les backrooms ou quelque part est-ce que le Clark qu'on voyait depuis le début était un fantasme et qu'il n'existait pas et que je pense que c'était une entité des backrooms envoyée pour aller chercher une psy, du coup elle a tiré là-dedans. Non, je pense que la backrooms vu qu'elle est accolée à son magasin, je pense que la backrooms de ce que je comprends se nourrit de la détresse des gens et du coup elle crée des personnages et sûrement que les personnages qui, alors peut-être pas tous mais ont peut-être été croisés par le Clark, on ne sait pas, c'est pas expliqué, mais on pourrait le penser et du coup je pense que quand le fameux Clark croise son double cauchemardesque entre guillemets, il a l'air d'accepter en fait le fait d'être une merde je pense et donc d'accepter son face, voilà, il décide d'être ce mec, d'assumer d'être ce mec horrible et voilà. Non mais parce que comment dire. Moi, je peux répondre un peu à ta question, mais c'est plutôt en mode moi, de ce que j'ai vu, c'est il a une forme, il est pas totalement dans la folie. Pour moi, il rentre dans la folie à force de parcourir les backrooms. Il se perd dans ses ténèbres globalement. Parce qu'il se perd pas si longtemps que ça, tu vois. Non, mais c'est une fois qu'il s'est perdu après avoir amené. Le moment de la cuisine, t'as l'impression qu'il est là depuis des années, quoi, déjà, quoi. Oui, mais sauf que après qu'il ait amené ses deux collègues et qu'il soit confronté au monstre, je pense que c'est à partir de moment là il rentre dans la folie, comme si il s'était perdu dans son propre labyrinthe. Il était devenu quelque part un petit peu aussi le maître des backrooms, par exemple, et le démurge un peu des backrooms. C'est un peu ce qu'il dit aussi, c'est je me sens bien ici parce qu'en fait il domine tout le monde, quoi. Oui, et puis comme quelqu'un qui est malade psychologique en fait, c'est que un con ne sait pas qu'il est con. C'est aux autres qu'il fait mal. Autre question que j'ai, parce que vous êtes les exégètes du film et vous allez m'expliquer tout ça. À la fin, on voit le double de Reina Terenzi défiguré. Oui. On est d'accord. Oui. Après son interaction du coup avec le scientifique de cette fameuse entreprise mystérieuse. Tout à fait. Donc est-ce que Reina Terenzi est dans le monde réel et quelque part, comme ils expliquent, c'est son souvenir, le double? Est-ce que quelque part, il y a un peu son doppelganger à la Twin Peaks, quoi, quelque part? Moi, c'est comme ça que je lis. Moi aussi. Dans tous les backrooms, il y a le démon, ou en tout cas, il y a l'upside down, il y a un upside down psychologique, et du coup, notre part de ténèbres fait partie des backrooms. Le doppelganger, le double maléfique du personnage de Clark, c'était du coup le monstre Clark. Le monstre, bien sûr. On est d'accord. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Ok. Après, d'où le fait qu'il y a une grosse référence à Twin Peaks là-dedans, quand même. Oui, probablement. Ouais. C'est sûr que les visages sont assez marquants là-dessus. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, il faut qu'on en parle, c'est les passages en phone footage, donc le véritable hommage à son travail précédent de court-métrage. Moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui m'a fait le plus peur, et je trouve que c'est aussi ce qui est le plus maîtrisé dans le film, parce que ce sont des plans de séquence, et il y a des façons de les mettre en scène que je trouve assez intelligents. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Alix? Qu'est-ce que tu en penses, Alix? Alors, c'est vrai que...
j'aime C'est bien. un grand monsieur, J'aime donc bien, tu peux continuer. faut que tu le vois. Ça me fait rougir. Non, franchement, introduction en fun footage où clairement j'ai eu les chocottes et puis surtout il y a peut-être une exagération, c'est peut-être un poil trop à certains moments. Voilà l'effet ancienne caméra parce que l'histoire se place dans les années 90 et du coup. Oui, parce que sinon ils auraient des téléphones portables. pour Oui, voilà, filmer ça. déjà moi Mais au il y départ. a même le bruit de la caméra, Oui. le bruit du microphone de la Il y a caméra. le bruit de fond de la caméra. bruit de fond, Ça il y ferait a- pas aussi peur. Il y a si aussi une image qui est très saccadée avec des fausses artefacts numériques pour vraiment appuyer le fait qu'on ne voit pas grand chose. Et c'est du coup là la grande réussite, c'est qu'effectivement on ne voit quasiment rien avec ces images là. Donc parce que le filtre vraiment qu'ils ont mis pour faire style ancienne caméra numérique est en très appuyé, très dégueulasse. Mais du coup ça fait qu'effectivement on a beau avoir une pièce qui est extrêmement éclairée, très lumineuse. Dès qu'on Il y a est du dans le bruit fond, partout, quoi. il y a du bruit partout. Et puis dès qu'on est dans un Le tout bruit petit de la peu caméra, on précise. oui, ou du grain comme vous préférez en fonction de si c'est voulu ou non. Mais en fond de plan, en fait, on a une pièce qui est très large, très lumineuse et du coup avec cette caméra numérique, on va tout voir. Et puis dès qu'on a un poil d'obscurité, on voit plus rien du tout, ce qui appuie énormément les séquences, enfin l'interrogation, la suspension du spectateur face à l'inconnu. Et du coup, ouais, il y a quelques petits moments de frayeur. Enfin, il y en a même plusieurs, notamment une séquence autour d'un sapin de Noël où j'étais franchement je me suis bien fait dessus. Et il y a même la première séquence de découverte du monstre, en tout cas un des personnages et un personnage secondaire qui est d'ailleurs écrit pour mourir globalement se retrouve coincé dans une pièce fermée avec des déchets un petit peu partout et Des piles de vêtements. Ouais. des piles de vêtements et justement en fait ça crée les piles de vêtements viennent créer de l'obscurité et puis surtout un petit peu d'imprécision à l'image et du coup en fun footage ça marche super bien avec cet effet là parce que les piles de vêtements on sait même pas si c'est des détritus ou des corps ou des morceaux de À tout moment on se dit qu'il y a un corps qui va nous sauter dessus. il y a un moment il y a même un morceau Oui, il y a un de morceau panneau de panneau avec un visage. on a tous eu peur de ce morceau de panneau en fait on est d'accord. Moi j'ai été terrifié par un Il y a panneau un mec caché sous les vêtements. Ouais, carrément. Il y a un truc, je te passe la parole après Maxime. Oh, pardon. t'inquiète, prends ton temps. Non, il y a quelque chose dans le fun footage qui est très efficace, c'est ce que font les films en général d'horreur à petit budget, c'est jouer sur le hors-champ. Le fait est qu'en fait, quelqu'un qui regarde dans une direction ne peut pas, on n'a pas le plan complet, on peut pas voir la chose qui le poursuit en tout cas. On n'a que le son et ça joue énormément sur le son et on le sait dans les films d'horreur, le son et l'absence d'image sont des vecteurs qui sont très utilisés pour faire peur aux spectateurs. Très peur même. Ouais. Oh, ce qui me concerne vraiment très peur. Je déteste ça. Vraiment, c'est abominable. C'est pour ça que je te laisserai en parler en dernier sur les fun footage. Je pense que c'est toi qui vas en parler avec le plus de passion. Mine de rien, le hors-champ, c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans les passages qui ne sont pas filmés en fun footage. Notamment l'ouverture où on voit le panneau, ce fameux panneau dont tu parlais, qui est cassé par l'entité mystérieuse qui poursuit nos héros et dont on ne voit pas le visage avant 3/4 du film. Et donc voilà, on entend. Et encore, c'est assez dissimulé malgré tout. Et quoi. c'est dissimulé. Et tant mieux. Et tant mieux, ouais. Voilà, on joue uniquement sur le son. Ce qui est le cas dans ses hors-champ. courts-métrages. Moi, j'ai vu son premier Ouais. court-métrage. Oui, Elle est moins aboutie en termes de modélisation, évidemment. forcément parce que c'est fait avec de francs 6 sous. Oui. Mais là, en réalité, c'est pareil, c'est quasiment camouflé, quoi. Oui, il a raison parce que c'est ce qui peut-être, je pense, marche le mieux, en tout cas dans le cinéma. Oui, d'horreur. non, mais c'est sûr. Conserve l'attention, ça permet Ça de conserver fait- l'attention. Une fois qu'on voit toute la créature, elle nous fait Bien tout de suite sûr. moins peur. Ça fait 80 ans que c'est le cas, donc il a bien raison de continuer cette tradition. Maxime, le Non, fun mais footage. oui, non, mais je vous rejoins sur que ça soit sur l'utilisation aussi des décors, sur ce que tu as dit. Je suis complètement d'accord, Maxence. Moi, vraiment, je retrouve ce que je déteste dans le jeu vidéo horrifique. Et ce pourquoi je suis incapable de jouer à des jeux vidéo horrifiques, c'est-à-dire que la caméra. Oui, il y a l'instabilité, oui, il y a le fait de créer le hors-champ, mais il y a surtout le fait que ça soit tout simplement un plan subjectif et qu'il y a une immersion absolument abominable qui se crée, où j'ai l'impression justement que je suis encore plus bloqué et que je n'ai plus l'espace de mon putain de grand angle. C'est ça qui se passe et je suis dans un état vraiment de quasiment de claustrophobie en fait quand je vois ça. D'ailleurs, le Et film j'ai joue envie sur d'en la, sortir. il Ah joue oui, sur la bah, claustrophobie ça, à c'est sûr. plusieurs endroits, notamment pas que dans le fun footage, mais aussi dans les passages plus filmés où Red Non, mais bien va sûr. se faufiler. Moi aussi sur le vertige, j'ai oublié de parler C'est vrai. des escaliers et la porte qui lui tombe dessus avec les escaliers au-dessus du vide.
c'est vrai que j'ai vraiment eu peur de la hauteur sur cette bien séquence-là. C'est bien pensé. Mais c'est pour ça que la peur qui joue sur les pièces et les Mais espaces, ça se voit intéressante. que même si c'est un jeune réalisateur, c'est quelqu'un mais il qui y a vraiment connaît, une pensée. qui Il a pense vraiment la une peur, pensée. qui pense la frayeur à l'image. Il a fait que ça pendant 4 Ouais, ans ça aussi. se voit, quoi. On sent Ça se qu'il voit maîtrise qu'il- parfaitement. Oui, mais il aime sauf que ça, là, quoi. il a poussé à un niveau quand même qui est assez Ouais, stratosphérique. surtout Je avec pense des millions de notamment, budget. encore une fois, même en fan footage, il arrive avec le zoom notamment à créer des moments de vertige juste en filmant un décor. Je sais pas si on se rend compte du truc. C'est quand même vraiment pas évident à faire. Moi, je pense notamment au petit copain là, de l'employé de Clark. Ouais. Quand il se retrouve un moment seul et puis il va filmer l'interstice vraiment entre deux murs et tu te rends compte en fait que le couloir fait 90 mètres Ouais, c'est quand tu zoomes avec la caméra et donc t'as cette espèce de vertige qui se crée tout de suite à l'image qui est absolument sidérant. Je repense à un autre moment quand lui est avec la caméra et se retrouve justement dans ce fameux sous-sol du sous-sol, là où il y a les habits, et où c'est dans la pénombre la plus totale. Il commence légèrement à progresser et d'un coup il lève la caméra et on se rend compte en fait qu'il y a Oui, littéralement un décor qui est construit en verticalité. C'est En Oui, fait. oui, oui. Ça aussi, Et- c'est très malin de ça, l'avoir c'est filmé de totalement cette malin, façon. c'est-à-dire que d'un point de vue de la physique, il inverse totalement les choses Mm. et ça crée un tournis. Quoi, Et puis surtout, moi, c'est le nombre de fois où il place ces plans qui sont hyper astucieux, où ça a demandé, je pense, une construction d'un décor en entier, il les fout en fun footage. Et en plan séquence. Et en plan séquence, c'est-à-dire C'est ça qui est qu'il les hallucinant. utilise même pas sur un plan, il les utilise sur quelques secondes d'un grand plan. C'est-à-dire qu'il s'embête vraiment pour créer des éléments impressionnants, en tout cas pour créer la surprise, il se fait chier en fait. Et ouais, Il s'embête vraiment. et vraiment, bon, on va pas le détailler ici parce qu'encore une fois, on a vu que une fois le film et ça va très très vite. Mais le fameux gros dernier morceau en fan footage, qui est ce moment où Clark va courir comme un dératé Oui. pendant que les deux autres sont en train de se faire bouffer la gueule à côté Mhm. et que là il traverse au moins 8 décors quoi. Enfin, c'est Ouais. complètement délirant Il quoi. traverse du décor, Jusqu'à arriver au sapin, là il y a un enchaînement absolument, encore une fois on va réutiliser le terme, vertigineux et on a l'impression de perdre pied quoi. C'est-à-dire que chaque porte emmène en fait vers une multitude de formes qui donnent au récit une ampleur dramatique absolument dingue quoi. Oui, ouais, non, c'est vrai. D'ailleurs, pour revenir un peu sur ce dernier passage, moi je le trouve hyper malin parce que des fois, quand vous le remarquez, les personnages vont poser la caméra à plusieurs reprises pour qu'on puisse réavoir un plan d'ensemble avec tout le monde. Mais en même temps, la caméra va tomber avec eux. Il y a juste un moment qui est un peu bizarre, c'est quand en effet le fameux Clark tombe avec donc ses employés dans Dans cette espèce de trou couloir là. Exactement. La caméra tombe avec eux et puis il la reprend. Ce qui me paraît assez surréaliste Oui, dans je suis dans assez- l'état de c'est panique. vrai, La facilité Mais scénaristique c'est- quoi. Il faut je pense qu'il est continuer le obligé. fan footage Il est donc obligé. de toute façon la caméra doit tomber avec eux. C'est quoi. le seul moment où je C'est- me suis dit c'est con parce que là à chaque fois au-delà de ça il le maîtrise parfaitement parce Oui. qu'il va la poser Ouais, plusieurs t'as fois raison. Et en même temps, et moi c'est j'ai eu cette cohérent. sensation de me dire ah ça y est on revient à la surface, les grands tanks vont revenir et là non, facilité scénaristique tu vas te retaper mon fan footage mon gars et tu vas te pisser 2 fois plus dessus. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur le moment où effectivement où il tombe, parce que d'autant plus que bon, le classique de mise en scène où elle tombe parfaitement sur le bon angle pour pouvoir être récupérée et suivre l'action. Mais quand même, elle est utilisée à un autre moment de manière hyper intelligente. C'est quand même à un moment, il pose la caméra et c'est une des entités Ouais, maléfiques qui la récupère. Non mais ça honnêtement Ça, on a c'est- tous deviné un moment qu'il y a l'entité ou en tout cas la caméra qui va tomber ou l'entité qui va la prendre. Ouais, ça oui, fait, oui, ça, c'est vrai qu'à un moment c'est là. Et d'ailleurs Ouais. là aussi ça fait c'est toujours malin. son petit effet. Parce Moi, Ah, ça, ouais, bien sûr. ça Quand fait la toujours un peu peur. Quand l'entité la prend on Mais j'ai pas de sent- frisson dans le dos. J'ai pas de frisson dans le dos, pardon, quand il prend la caméra. Pour le coup, moi, je m'attends à ce qu'une présence arrive par derrière. Oui, bah, je c'est le vrai sais. que il la pose sur le chemin Non, de mais l'entité, voilà, alors que c'est- pendant tout le film, on n'arrête pas de regarder derrière nous. mais et là où aussi- c'est malin c'est que quand il la prend on sent que la hauteur est bien plus grande Oui, que quand Ouais, c'est bien Clark sûr, bien sûr. qui la porte et là on se dit waouh en plus d'être quelque chose d'hyper flippant et d'hyper dangereux ça a l'air d'être immense. Ouais. Et là on a en ce moment là très peur pour Clark mais on a peur d'avoir peur pour Clark Mhm. parce que ce Clark il va bien s'en sortir en fait finalement parce qu'il y a une deuxième partie dans ce film c'est quand la psychologue Renate Reinsve Moyennement, quoi. moyennement mais à ce moment là en tout cas du film la psychologue Renate Reinsve s'infiltre, elle est convaincue que enfin elle va chercher en tout cas son patient et s'infiltre elle aussi dans cette backroom. Bah moi j'ai bien aimé l'arrivée de la psychologue. Après du coup c'est pour moi ce qui va amener alors du coup à une des meilleures séquences du film, effectivement le repas où on a les révélations globalement que enfin c'est pas vraiment des révélations mais en C'est tout une cas scène assez classique en vrai d'horreur hein, ce repas Oui, de menaces On a attachées. vu ça dans Massacre à la tronçonneuse d'un point de vue originel. oui. Après, on peut même penser
Dans le jeu vidéo récent, il y a Resident Evil 7 qui a exactement la même scène. Exactement, Dans Arcane aussi. ça t'as- marche. t'as Dans des- Arcane. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. il y a Enfin, c'est des Arcane, trucs bien Et sûr. en réalité, Eraserhead, après Ouais. c'est une scène, on va dire, avec la belle famille. Si vous avez jamais vu Eraserhead, vous allez adorer ce moment-là. Mais c'est vrai que même si ça a déjà été fait de nombreuses fois, voilà, elle n'est pas ratée la séquence. Non, mais pas du tout, parce c'est que que- c'est extrêmement inventif, notamment sur les doubles, en fait. Sur les monstres. L'utilisation Ouais. des monstres, en fait, encore une fois. Mais c'est là qu'il nous explique un peu le lore de la backroom, entre guillemets. Ah, mais totalement. Et puis moi, c'est ce que je disais à Alix, j'aime bien cette idée, parce qu'il va aller. La démence de Clark est telle qu'il va aller jusqu'à charcuter, en fait, les Bah, doubles. grave. Se nourrir de ses démons. Se nourrir de ces démons, il les mange, en fait. Littéralement. Et ils ont une espèce de peau en fait visqueuse un peu blanche qui fait penser clairement en fait à l'intérieur d'un meuble quoi tout Ouais, simplement ou quoi. d'un- ou On en dirait vrai que c'est de la d'un- mousse visqueuse. Bah, d'un c'est doudou ça, aussi, de la tu mousse vois, genre visqueuse. d'un- En d'une tout cas t'as peluche. l'idée de meubles et de mobilier qui revient, Mhm. même à un moment il y a une phrase quelque part ils ne sont plus qu'un souvenir et en même temps comme moi quelque part ils n'ont plus le droit à l'existence. Bah, c'est littéralement Non. des meubles. Donc, c'est littéralement des meubles, c'est ce que littéralement j'allais des dire. meubles. Ils ont de la chance de n'avoir qu'à exister. Oui, c'est ça, qui a existé, exactement. Mais tu les comprends absolument vides, désincarnés au possible, comme quelque part est le personnage de Clark depuis le début, d'où le fait qu'ils disent que ça soit l'endroit en fait pour lui où il est le plus heureux, parce que c'est l'endroit où il a le moins en fait besoin d'affronter ses problèmes, tout simplement. Carrément. Quoi. Oui, non, c'est vrai que cette séquence est assez intéressante. Et Parce puis que, les monstres sont pas laids en plus, pardon. Excuse-moi. Tu nous c'est-à-dire décrirais pas les monstres, Maxence? Alors attends, ah oui. Toi Les qui adores monstres. The Thing. Non, les monstres en eux-mêmes, on en parlait tout à l'heure, la façon dont il est fait. Donc toi, tu parlais d'animatronics. Je pense que c'est un mélange avec aussi un peu de la 3D, notamment pour les. Ah, moi, je pense que les doubles, c'est simplement du maquillage. C'est des Les- comédiens qui sont non, maquillés. Moi j'aurais dit le contraire. Moi j'aurais dit effectivement ce que je te disais, la figure du monstre de Clark, elle c'est animatronique et CGI, et les monstres dédoublés en tout cas qui ont plusieurs artefacts sur le visage, eux c'est beaucoup de CGI. Je Pour moi, pense c'est que beaucoup de ça CGI. ressemble à la CGI. Ils ont pris un nez, ils l'ont remis à un autre endroit en numérique. Et Ce qui aussi représente aussi le bug informatique, tu vois, Oui, quelque part, carrément. le glitch, etc. Mhm. Il y a C'est de des gens ça qui sont aussi. dupliqués du visage quasiment. Quoi. Oui, c'est Ah, ça. ouais, ouais, cette c'est- sensation-là. c'est- Mais moi, franchement, je suis pas sûr que pour les doubles, ça soit vraiment énormément d'effets numériques, notamment parce que, tu vois, quand je pense par exemple au personnage de l'homme à petite taille, il est dans la pénombre quasiment tout le temps. Ouais. Et à chaque fois qu'il bouge, j'ai l'impression quand même que c'est une physicalité humaine, tu vois. Alors oui, et c'est que vrai. c'est très naturel. Il a un corps pour le coup, il a un corps sur le Et siège. je qui pense doit pas exister, que ouais. s'ils avaient fait tout en CGI, ça serait aussi bien fait que 10 millions de budget. hein. Ouais, non, t'as raison. Mm. Moi, je pense juste au vrai visage, aussi, ouais. au dédoublement des visages, des artefacts sur le visage, plusieurs yeux, Ça, plusieurs nez, plusieurs bouches. Ça, il y a sûrement des rajouts avec des capteurs de performance capture, Voilà, peut-être, c'est tu ça. vois. Je sais pas s'il y a 10 millions, t'as le budget suffisant pour faire ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'ils ont une crédibilité à l'écran qui fonctionne du feu de Dieu. Ouais, quoi. qui est assez folle. Mais le monstre principal, c'est le double Clark, c'est celui qui poursuit nos protagonistes tout le long du film, quasiment jusqu'à la fin du film, dont on n'avait pas vu la tête jusqu'à on va dire 1h30 du film. Et c'est à la fin. À la toute fin qu'on se rend compte qu'en fait c'est le double Clark, le double cauchemardesque de Clark, qui visiblement a décidé de sauver Clark pendant un petit moment. Et lorsque Marie, donc la psychologue jouée par Renate Reinsve, le confronte et lui fait accepter ses propres douleurs et ses propres vices, c'est à ce moment-là que ce double-là décide de tuer en fait littéralement Clark en lui mangeant le cou. Et lui arrachant la carotide visiblement. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'il apparaît comme véritablement, et c'est peut-être là où je vais me contredire, c'est que je trouve qu'il a, même si on le voit, et la figure est tellement particulière et étrange que il m'apparaît comme peut-être un plus grand danger encore et plus Ah, ok. Ouais, je vois ce que. Moi, c'est un peu des deux. C'est vrai qu'une fois qu'on le découvre entièrement et qu'il se met à. Parce qu'il y a c'est parce qu'il y a une réelle poursuite aussi qui dure longtemps. Là, Je en pense fait, aussi. le fait que ce soit lui en pirate, je trouve ça la façon le son qui va boiter avec cette jambe en bois et la taille surtout, ça et en fait Renate Reinsve paraît vraiment. En plus, elle est frêle, donc elle paraît vraiment sans défense. Et j'ai très peur pour elle tout au long de cette séquence de course poursuite quasiment, parce qu'on a l'impression parce que vu que
y a des endroits qui peuvent paraître intouchables pour ce monstre, des trucs trop serrés, etc. Bien sûr. Mais jusqu'à la toute fin du film, il passe à peu près partout, quoi. Moi, je viens de repenser quand on le voit derrière les canapés, justement, parce qu'elle arrive à un moment dans une salle pendant cette courte poursuite avec remplie de plein de canapés qu'elle va enjamber pour essayer d'arriver au bout de la salle et s'en sortir. On se dit, bah voilà, la créature est trop grande, elle va perdre énormément de temps. Et en fait, 3 secondes après, elle se retourne, elle est derrière lui. Oui. Mais derrière c'est elle. aussi une. Pardon, je te reprends. C'est aussi une référence, je pense, au Slenderman, aussi une autre Oui. figure internet. Mais c'est un peu ça, c'est la créature malfaisante, dans tous les cas, elle va réussir à se taper derrière toi, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. T'as pas besoin de voir le cheminement. Comment ça s'appelle, le Slenderman, non? Oui, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire, je suis absolument rien de ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci, on te réexpliquera après. Mais oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il réussit bien ce côté, je pense, très internet, très creepypasta de la créature maléfique qui est gigantesque et qui en fait tu ne peux pas arrive t'échapper, et quoi. qui se faufile partout, en fait. Ouais, ouais. Alors Aussi qu'elle exigu que ce soit. Elle fait 3 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Et ça qui est assez elle va fascinant. plus vite que toi, en fait. Oui, puis encore une fois, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, vous parliez du son, mais c'est vrai que le mixage et le design sonore du film sont quand même deux choses vraiment très abouties qui font fonctionner le hors-champ pendant cette course-poursuite d'une manière assez remarquable. Et encore une fois, moi, ce que j'adore, c'est que quand elle sort justement de cette cuisine, elle arrive tout de suite, en fait... dans un décor de cinéma, enfin dans un studio de cinéma, c'est clairement ça. Hein. Enfin, on a cette sensation aussi, voilà, d'un grand entrepôt, et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que le film continue à faire peur, alors que moi j'ai limite un réconfort en fait quand elle arrive là, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on sort vraiment de la pénombre, on sort des. Puis c'est un grand espace d'un coup, alors c'est que un tout énorme paraissait espace. C'est un énorme espace. Et surtout qu'elle sort d'une espèce de Vas-y, couloir où là encore une fois ça va jouer sur la claustrophobie. Et comme elle boite, le danger paraît immense. Et puis avec le grand angle, c'est pris de très très près. Oui, donc c'est vrai qu'on a cette sensation où elle prend un grand espace en fait du cadre, et comme si elle débordait, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui est ingénieux aussi, c'est que de jouer sur la peur de l'espace, ça va faire appel à la claustrophobie, au vertige, à la peur du vide. Grande réussite quand même là de ce côté-là. C'est vrai qu'il fait tous les espaces. En fait, il arrive à faire peur dans les endroits exigus, dans les grands espaces, parce que quand même il nous amène aussi dans un énorme espace hyper vide. Et en fait, on se dit qu'elle va enfin pouvoir effectivement, pouvoir prendre un petit peu d'espace. Sauf qu'en fait, c'est un grand trou et elle n'a qu'une petite bordure pour pouvoir s'échapper. Oui, puis encore une fois, là, on a la peur du noir l'aspect aussi, millefeuille, justement, du décor infini. Et il y a une nouvelle sensation de vertige qui se crée en fait avec un vaste étendu. Et une infinie aussi de mutation des décors. On comprend enfin en fait d'où viennent toutes ces couches et ces accumulations. Et c'est vrai que le film passe d'échelle extrêmement réduite à d'échelle extrêmement grande, et c'est ce qui fait aussi la diversité, je veux dire, à l'œil, quoi, qu'on retrouve encore une fois quasiment jamais dans les films d'horreur, hein. C'est ce qui le rend très impressionnant, notamment à ce niveau-là. Mais il y a un espace qui va lui permettre à Renate Renzi, en tout cas à Marie, la psychologue, de se sauver. C'est un espace, un couloir assez exigu pour ne pas faire passer le monstre, donc le double de Clark, qui, moi j'aimerais bien vous entendre sur cette séquence, parce que on l'entend se plaindre. J'ai l'impression qu'il lâche une petite complainte et qui... Tu parles de quel moment, le moment juste à la avant qu'il meure? À la toute fin. Ouais, moi c'est à partir de là. Tu vois, le grand dernier moment, je trouve, c'est celui qu'on vient de résumer, quand elle se retrouve entre les décors. À partir du moment où elle passe la porte comme dans Truman Show, là. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Truman Show. Tu sors, de toute façon, elle revient à la réalité normalement. Enfin, on pense qu'elle revient à la réalité, puis finalement, on se rend compte que le magasin de meubles de Clark est une backroom, enfin, est devenue une backroom. Mais peut-être qu'elle arrivait à la strate tout en haut, donc c'est le premier étape. Exactement. Peut-être c'est une reproduction en fait. Mais quelque part, désolé, je parle pas du tout de la séquence sur laquelle tu m'as amené. T'inquiète, je te relancerai dessus après. Mais juste après, je crois, le discours du scientifique, on voit tous les lieux en extérieur qu'on a vus, qui sont cette fois dans un enclos enfermé, comme si elles étaient elles-mêmes devenues des backrooms. Je sais pas si vous vous en souvenez de ces plans-là. Donc, est-ce que les backrooms prendraient pas tout simplement les souvenirs des gens qui viennent en fait à l'intérieur? Je sais pas si vous m'avez suivi sur ma phrase. Si. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu nous parlais de la théorie qu'on avait autour de l'apparition du personnage de Renate Renzi à la fin du film avec cette espèce de glitch sur le visage. Je me suis dit, est-ce que c'est pas seulement ceux qui sont passés par les backrooms auparavant?
Si, et peut-être que la backroom, effectivement, se nourrit de ses visiteurs, en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrive à créer, de toute façon, Parce que, à s'auto-créer, en fait. Parce que quand Clark explique ce qui se passe autour des backrooms, lui il dit c'est la résurgence des pièces qui existaient auparavant. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est les pièces qui ont été générées par les gens qui sont passés dans les backrooms? Est-ce que du coup elle se nourrit du coup de la psyché des occupants, donc pour créer ces pièces-là, et ensuite elle les garde dans le futur, pour le futur, et donc du coup elle garde aussi les personnages qui sont passés auparavant, ou pas, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, Ce qui est bien, encore une fois, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de cette putain de mythologie à la fin, c'est qu'en fait, C'est là où on le bas projette blesse. beaucoup de choses, en fait, là-dessus. Et c'est ça qui est impressionnant, d'où je pense aussi la notion du vide et la notion de ces espaces du quotidien qu'on a tous emprunté. Enfin, je veux dire, encore une fois, la piscine, ça nous, avec le carrelage, le sapin de Noël, c'est vraiment des objets qui font partie d'un espèce de réconfort quasi du quotidien qui à un moment arrivent dans notre existence et ont un sens utilitaire. Et là, justement, qu'est-ce qu'on fait quand on réutilise ces objets pour en faire des éléments horrifiques? Et c'est ça qui est super intéressant, quoi. C'est que ça crée du surnaturel avec de l'ordinaire, en fait. c'est ça. Enfin, Oui. en tout cas, en détournant de l'ordinaire. Mhm. C'est ça que moi j'ai vraiment bien aimé dans le film. Et après, je pense que je m'arrêterai là de mon côté. Je trouve que le film se perd totalement, encore une fois, quand on revient dans le magasin et que là on se rend compte que c'est une backroom et qu'il y a un affrontement final où elle lui explose le visage. Là, pour moi, le film me fait plus peur parce que le film a arrêté tout simplement en fait de me déballer les mutations de décor et que j'ai plus cette sensation en fait de perte infinie à l'intérieur d'un labyrinthe, mais j'ai juste l'impression qu'on est revenu au point de départ en fait pour avoir une conclusion, enfin pour avoir du coup une fin d'histoire. Et là, c'est vrai que bon, ça termine un peu en queue de comète, quoi. Ouais, puis l'affrontement final, pas forcément nécessaire, je suis assez Non, d'accord. mais voilà. Puis surtout, le gros problème pour moi de la fin, effectivement, c'est que j'ai bien aimé explorer son univers. J'étais ravi de découvrir tout ça. Et même d'ailleurs, le fait d'en reparler, là, justement, pour notre émission, je me suis rendu compte, en fait, qu'il m'a envoyé plein d'éléments scénaristiques, d'imaginaire, qui pourraient me permettre de, essayer d'explorer, moi, mon propre imaginaire pour essayer de trouver des réponses. Et au final, bon, du coup, il nous fait venir un scientifique et il essaie de nous expliciter son univers et du coup d'apporter des réponses que je vais pas demander en fait. Et j'avoue que la fin où du coup il nous apporte une force de réponse autour du fait que c'est des expériences scientifiques et qu'il y a déjà des gens qui travaillent autour des backrooms qui essaient d'encadrer tout ça, mais en plus ça, c'est devenu une expérience scientifique, mais en réalité au début il dit juste que il peut pas tout dire, il peut pas tout révéler en parce plus, que c'est un peu top secret. c'est un peu Mais ça, parce ils que la l'ont réponse trouvé est en ambiguë. fait. La Ils l'ont réponse est trouvé, ils l'ont ambiguë. créé, on sait pas vraiment. La réponse est ambiguë parce qu'ils disent on connaît les backrooms, on gère, on est une espèce d'entité scientifique tout autour des On backrooms. essaye de les cartographier, mais on n'y est pas totalement arrivé en fait. Oui, donc pourquoi finalement parce que les gars ils arrivent et ils disent on gère, mais on a rien géré. Après, encore une fois, je pense que ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il a gardé en fait de sa web série et qui a sûrement un sens, qui aura un sens en fait dans les suites, mais qui n'en a pas tout de suite dans celui-là, et c'est sûrement ça qui est dommage, c'est-à-dire qu'il aurait dû concevoir son film non pas en fait comme forcément quelque chose qui s'inscrivait dans le temps, mais peut-être déjà comme un one shot, quoi, Ouais, c'est ça. comme une unité à prendre de manière indépendante, quoi. Puisque vous voulez pas parler de cette dernière séquence sur laquelle je vous ai lancé. On en a parlé, hein, on t'a dit qu'on était déçus et que le film nous sortait. Non, mais je voulais parler de ce petit passage en fait du monstre qui ne peut plus passer et qui se fait tuer ensuite, il me semble, mais qui semble se plaindre à Renate Reinsve comme si Clark avait repris possession de ce cauchemar. Tu vois, t'as projeté beaucoup de choses parce que moi j'ai pas du tout pensé à ça à ce moment-là. Mais est-ce qu'il est pas tué? Il est juste bloqué de l'autre côté, non? Bloqué peut-être. Ouais, je crois qu'ils sont juste peut-être séparés. bloqué. Elle arrive à passer de l'autre côté. Ouais, Elle je se me fait- souviens se plus fait gazer, je exactement. crois. Alors non, du gaz partout. il est mort avec le gaz, étant Oui. donné qu'on le revoit après Ah oui, c'est vrai. dans l'espèce de cellule des scientifiques juste avant qu'elle se fasse interroger. Ah non, on voit Clark. Non, on le voit lui. Ouais. On voit le monstre. On voit le monstre. Pour moi, on voit Clark. On voit Clark qui est attaqué au niveau du cou.
Alors pour moi c'est le monstre, mais après je me trompe peut-être, le plan est extrêmement fugace, donc j'ai peut-être pas fait attention, mais pour moi non, c'était le monstre, il a l'air cabossé de partout, enfin en même temps tu me diras Clark il s'est fait aussi manger l'épaule. Ah, donc, pour moi, le monstre ne mourrait pas, mais après, je vous avoue, Après, c'est vu vrai qu'ils que ont le c'est- même visage, bon, c'est un peu difficile de les différencier. je, quasiment. je, Oui, c'est vrai. je saurais pas dire. Mais ok, d'accord. Oui, ce moment-là où toi, tu vois effectivement que le monstre est. Comme il si est la dans une psyché forme de reprenait le contrainte. dessus au moment de sortir de la backroom. bah, Mais, quelque part après c'est son double, hein, donc Oui, oui, justement, ouais. oui il y a sûrement un lien là-dedans, mais c'est vrai qu'il a pas réussi à m'émouvoir quoi ce monstre, je dois dire. En tout cas, quand on le voyait pas, moi, il m'émeuvait un peu. Non. Mais... Je me suis posé la question, est-ce que c'est exactement la même entité ? Le double de Clark et l'espèce Oui. d'ombre qu'on a vue. Oui, parce que la taille, tu vois, mais quelque part, il le définit jamais vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est quasi une ombre, en fait. Bah, Au en tout cas, début, ce qui est c'est sûr, étonnant, c'est que ouais. dans le premier fan footage, non, c'est pas forcément Clark. Donc Parce voilà, qu'on on ne est sait pas d'accord. qui est la victime. dans Moi, le c'est ce premier que je fan me suis footage. dit aussi. Hein, donc, Bien sûr. le film donne pas de réponse définitive là-dessus. Et c'est ça que j'aime bien, encore une fois. Quoi. Parce que dès que tu ramènes de la rationalité à quelque chose d'irrationnel, je trouve ça complètement débile dans les films Ouais. d'horreur. Quoi. C'est, Je suis assez d'accord. Oui. Vous le savez, Monsieur Parson, j'ai oublié à chaque fois son Kane Parson, Kane. n'a fait qu'un film, c'est pour ça que je vous ai pas lancé sur le rapport que vous aviez avec ces Bien sûr. films, évidemment. Mais j'aimerais vous interroger sur ce que vous voyez pour la suite, enfin pour sa carrière en tout cas, après Backroom, parce que bon, c'est quand même un succès populaire énorme aux États-Unis et c'est ce qui semble arriver un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut l'imaginer avoir une carrière à la Carpenter? On lui souhaite en tout cas. Oui, non, mais là, on va se calmer. Non, bah attention. Il a 20 ans, c'est- il a fait son premier film. Effectivement, c'est extrêmement prometteur. Mais une carrière à la Carpenter, pour ça, il faut quand Il même va avoir les avoir, genoux très solides et il faut avoir beaucoup de chance aussi dans la vie. Donc, bah, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'il a J'ai réussi. osé. Non, mais t'as osé. Non, Oui, parce oui. que la comparaison avec Halloween a été faite plusieurs fois, c'est pour ça que je vous Oui, pose la effectivement. question. Bah, Non, parce que c'est quand même quelqu'un de 20 ans. C'est ce qu'on disait en amont de l'émission. Moi, c'est surtout que son concept étant étendable à de nombreux films, de nombreux épisodes, parce qu'effectivement, du coup, C'est ça qui les- fait peur. Hein. en fait, on peut Qui s'enfonce dans cette saga-là. exactement Oui. qu'il soit bloqué Mais alors, avec les il me backrooms, semble ça. avoir vu qu'il n'était pas forcément chaud pour faire un 2. Moi, j'ai entendu dire plusieurs fois qu'en interview, il était très habile pour expliquer son univers aussi, et que justement, je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent pour justement je vais faire un pont comme Carpenter, c'est-à-dire réaliser quelque chose qui lance peut-être une série de films, une Mais franchise, comme on dit Mais aujourd'hui. produire. Mais ouais, seulement Sans produire les en réaliser, fait, ou seulement peut-être Ah oui. coécrire, mais pas forcément réaliser. Et justement, j'espère vraiment qu'il va s'en détacher, parce que ça peut lui coller à la peau quand même pendant plusieurs années, À George et Lucas, l'handicaper. avec Star Oui, Wars. bah George Lucas, c'est pas devenu un réalisateur, malheureusement, c'est devenu un vendeur, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu handicapant, quoi. C'est que quand on lance un phénomène culturel, parce que je pense qu'on peut le dire, les backrooms sont un phénomène culturel. Avant lui. Mais... Avant lui, bien sûr, Au mais cinéma, disons, en tout cas, c'est lui qui l'a popularisé en grande partie quand même sur Internet. Oui. De ce que j'ai vu, franchement, c'est quand même En tout la cas, représentation il en la est- plus connue, il sa en web est- série. Hein. Il en est devenu un porte-étendard en tout cas. c'est Il en ça, est devenu un ouais. porte-étendard. Et vraiment, c'est les spécialistes de backrooms qui m'ont confirmé l'autre fois au téléphone. Et, D'accord. ok. mais en tout cas, voilà, ça va être son grand défi, je pense, c'est-à-dire être assez radical pour partir dans une autre direction. Après, bon, c'est vrai que il développe un imaginaire qui est tout à fait singulier et différent par rapport à ce qu'on trouve dans l'horreur, et beaucoup aussi ont fait des liens avec Obsession, que toi tu as vu, Maxence. Oui. Excellent film d'horreur. C'est vrai qu'on est en train de repenser les modèles en fait de production Ouais, et dans le en cinéma même temps, horrifique. ils veulent immédiatement faire une suite, etc. Est-ce que les leçons étaient Toujours, c'est retenues? Hollywood, mec, tu vois, Bien ça sûr, ne bien sûr, finira bien sûr. jamais. Mais Mais je veux dire, comment tu conçois aujourd'hui un film d'horreur? C'est-à-dire qu'il y a eu Blumhouse pendant des années où c'était quand même 50-60 millions de budget. Et là, maintenant, en fait, on se rend compte qu'avec Obsession, on peut le faire à 600 000, ou avec, du coup, Backrooms, on peut le faire à 10 millions et rapporter, en fait, 200 ou 300 000 Bien ou sûr. 400 000 au box-office. je leur souhaite quand même d'avoir un peu plus de budget pour Mais c'est pour un avoir petit un peu peu, plus de décors et de personnages. Je, mais- je suis pas spécialiste en films d'horreur, mais c'est pas un peu un poncif des films d'horreur de Si, il y a le projet Blair Witch, Ouais, il y j'allais a dire ça. Halloween, tu vois, tous les Allez, films dont on a c'est parlé. les films les avoir plus des rentables dans réalisateurs qui l'histoire. arrivent avec 10 fois moins de budget et qui expliquent qu'en fait l'horreur ça ne se maîtrise pas qu'avec du budget, quoi. L'horreur ça se maîtrise oui, de par la oui. mise en scène. Et Et ce qui est fascinant, voilà. encore une fois, c'est que Backrooms, je trouve, est pas du tout avare. Enfin, c'est-à-dire qu'il est. Non, c'est vrai. Non.
extrêmement généreux, tout simplement. C'est ça. Et En tout c'est cas, il ça le qui est paraît, impressionnant à oui, voir. il paraît généreux. Peut-être qu'il est beaucoup plus avare Oui, je dans pense la- qu'il y a beaucoup d'astuces visuelles pour le coup qui donnent l'impression. Mais en même temps. En tout cas, à l'image, moi j'ai l'impression que quand même le budget il est plus qu'utilisé. Ah, mais quoi. moi je pense vraiment. Oui, ouais, oui, je pense non, que mais- clairement dans les décors ils ont foutu le moindre centime qu'ils pouvaient y Et mettre. puis même le cachet des acteurs aussi, hein, encore une fois. Si vous voulez que votre film réussisse, hein, mettez Renate Reinsve. Hein, c'est soit un prix, soit un succès mondial. Ouais, mais mon je gars. pense pas que le cachet des acteurs soit si gros que ça sur des petits films indépendants Ah, je comme sais ça. pas, celui de Reinsve quand même, Ah, mais moi je pense pas. Moi je pense qu'elle trouvait le projet intéressant et qu'elle pensait que ça allait marcher. En tout cas, peut-être que maintenant. J'ai pas Ça- dit qu'elle prenait 1000 euros. Hein. Oui, mais je J'ai pense que juste dit maintenant qu'elle ça va prend avoir leur quelques cher. En tout milliers. Elle prend pas. Ouais, quelques milliers, je sais pas, ça doit peut-être 40-50 000, tu vois, mais. cas. Ou je sais pas, moi, je c'est dirais plutôt quelque chose comme spécialiste ça. en- Non, mais 10 millions, c'est ridicule. Le Oui, oui, budget. non, je sais, Enfin, t'as vu les surtout pour un décors qu'il y film a dans le film. américain. c'est très Non, bien. c'est juste que c'est un choix aussi des acteurs. Et puis, il faut pas oublier que sur les films comme ça, souvent, tu négocies un cachet sur les recettes. Donc C'est c'est vrai. là Oui, aussi oui, où le oui, film ça- peut se produire plus rapidement, quoi. Sachant qu'en plus, bon, ils ont bien fait de parier sur les recettes, s'ils l'ont fait. Mais bien parce sûr. que là, Je pense que je pense que t'as raison. Hein, c'est des acteurs qui sont connaisseurs de leur milieu, de la Bien pop sûr. culture, et ils connaissent la popularité des creepypastas sur Internet. Ils se sont dit si le film marche, je vais faire x10, x25. et ils ont eu raison. Ils ont fait Ils x25. ont eu raison, oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une énorme communauté autour Mhm. de ces films-là. C'est ça. Il y a au moins la curiosité. Là, nous, en France, on l'a eu 2 semaines après, donc on va dire que déjà, je pense qu'il y avait l'envie d'aller voir un peu enfin, lié en fait à tout ce qu'il y a autour d'Internet, autour de ça, parce qu'il y a mine de rien un vrai public en France à Internet et de creepypasta. Là, il y a Peut-être moins qu'aux États-Unis, quand même, on peut le dire. en France quand même, je pense qu'on est si, solide sur Internet. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui savaient pas ce que c'était que les Non, backrooms. mais t'as Aux raison, États-Unis, ça a mais- l'air d'être un phénomène quand même Bien sûr, culturel. bien sûr. Chez mais les il y a des- 15-30. Non, mais il y a des gros fans. Hein. Moi, ouais. le truc, c'est que c'est plus notre génération, mais je sais que Feldup et tout ça, c'est quand même un youtubeur qui fait énormément de vues. Moi, je suis pas du tout, je suis très à côté, Ouais. mais c'est quand même énorme en vrai. hein. Ouais, franchement, il y a Feldup, un c'est- vrai public. Moi, j'avais des amis un c'est peu des dizaines de un millions peu de vues, alt et hein. tout. Tu vois, c'est des. Je crois que Ok, ok. il fait des 10 millions de vues quand même, le type. Vraiment. Ouais, même les vues de HAL 236, c'est énorme. Hein. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais non, mais et je pense que en plus du coup de cette envie de voir cet univers, il y a le bruit que ça a fait aux États-Unis qui a Mhm. ramené autant de gens en salle. Et je pense que c'est même, tu vois, Obsession là, il doit être en 6e semaine. Je pense que Backrooms va faire au moins 10 semaines en France facile, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est rafraîchissant aussi, tout simplement parce que c'est des jeunes qui viennent de YouTube Ouais. et donc qui ramènent Aussi, un imaginaire quelque part que Et tous qui ont les gens l'habitude de de travailler la mise 30, en scène. 40, 50 ans. Mm. Et bon, ce qui est bien aussi, c'est que c'est James Wan qui produit, hein, j'ai vu. Donc, Ah, quand même, quand même. voilà. Il y a James Wan et puis je crois aussi il y a Sean Levy qui est un type, c'est le type qui a produit en Stranger Things. Donc Oui, d'accord, voilà, ouais. il est quand même entouré. Mm. Donc ils sont allés le chercher. En fait, je crois que c'est ça qui s'est passé. Même si c'est un petit ça que j'ai- budget, ça reste 10 millions à gérer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous invite à aller voir ce film qui est une aventure ça. assez unique, Mhm. honnêtement. Qui est donc sorti ce mercredi et qui est actuellement en salle et qui va le rester longtemps. Donc ne vous pressez pas, je pense, pour aller le voir si vous avez envie, si vous voulez pas avoir des salles pleines. Ce que vous pouvez je- faire, c'est attendre un peu, effectivement, pour éviter ce qu'on s'est tapé avec Alix, c'est-à-dire des gens qui ont des paquets de popcorn et qui font beaucoup trop de bruit. C'est vrai. Parce que c'est un film très silencieux par moment Vive le cinéma. et vive le cinéma. Non, mais en tout cas, on vous invite vraiment à aller le voir. C'est un film qui se voit au cinéma, même plus qu'Obsession. Obsession, c'est plus en vrai un film. Mhm. Si vous le voyez sur une plateforme, ça marche tout aussi bien. Franchement, là, vu que Backroom joue vraiment sur les décors, le voir sur un très grand écran, c'est très, 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 Mhm. très agréable, quoi. Et la sensation de vertige n'en est que plus grande. Et ben, je crois qu'on a fait le tour du film. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est qu'on va bientôt sortir un nouvel épisode fin juin, qui Oui. sera enfin le hors-série, la séance spéciale sur The Mastermind. 29 juin. Le 29 juin qu'on a enregistré il y a plus de 2 mois. En attendant, vous avez découvert Jacques Demy épisode 1. On espère que ça vous Exactement. a plu. Et on a enregistré l'épisode 2. On sait pas trop quand ça sortira. Je sais plus. C'est toi qui as Ça sort normalement début juillet. Ok. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour la prochaine séance spéciale, au-delà de The Mastermind, la séance spéciale d'actualité, elle sera dédiée du coup à l'Odyssée de Christopher Nolan. Avec Mathilda, normalement. Et peut-être Et Alix, Alix, du si coup tu es là. Et potentiellement, que je serai de Très retour. bien. Et ben écoutez, à très très bientôt. À plus. Merci tout le monde, Ciao. salut.